Bon, bah, écoutez, bienvenue à tous. Bienvenue pour une nouvelle saison de NCIS, non, une nouvelle saison de mon cours. Je voudrais commencer tranquillement aujourd'hui par vous parler de ce que je ferai probablement dans le cours cette année. Alors, donc, parce qu'en général, il y a un peu de variation, il y a des choses qui prennent plus de temps, etc. Que d'autres, et puis après, bon, bref. Donc il y a certainement dans le cours aujourd'hui un temps qui sera consacré à une suite du cours de l'an dernier, et puis un temps du cours qui est vraiment consacré, qui sera consacré au titre précis du cours. Donc j'avais une certaine mauvaise conscience à avoir des contenus de cours qui ne sont pas forcément en totale adéquation avec les contenus, même s'il y a quand même toujours une intersection entre le titre et le contenu, jusqu'à ce que j'en parle avec Alain Cohn, et ça m'a déculpabilisé, car en effet, nous devons soumettre les titres de cours en mai. Et entre mai et le moment où on fait cours, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de trucs éventuellement qui nous passionnent. Et donc, du coup, il y a un certain décalage. Alors, Alain, il ne s'embête plus, il met un titre absolument générique, et puis après, il n'a aucune idée en mai de ce qu'il racontera. En général, lui, c'est en janvier qu'il commence. Donc, si les grands anciens, enfin, pas si anciens que ça, si les grands anciens se permettent de faire ça, je peux me permettre d'avoir simplement une intersection entre le titre et le contenu. Donc, grosso modo, dedans dans le cours, je vais quand même peut-être essayer de commencer par la partie qui correspond au titre, qui sont différentes extensions de la théorie classique du contrôle optimal. Alors, la théorie classique du contrôle optimal, c'est dans ce que je vais développer, c'est surtout ce qu'on appelle la programmation dynamique et le fait que l'on puisse avoir une assez bonne compréhension d'un problème de contrôle déterministe, voire et surtout stochastique, via un certain nombre d'équations dérivées partielles qu'on appelle les équations d'Hamilton, Jacobi et Bellman. Donc je veux aller au-delà de cette présentation classique et en abordant deux sujets, donc contrôle stochastique plus, ça sera d'une part ce qu'on a envie d'appeler du contrôle stochastique avec apprentissage bayésien, donc contrôle bayésien pour simplifier. Et d'autre part, ce qui là va beaucoup plus au-delà, ce qui va beaucoup plus au-delà, c'est du contrôle de processus conditionnés. Donc, je voudrais vous en dire quelques mots. Et une autre partie de cours, ça sera lié à ce que maintenant nous comprenons vraiment de manière assez détaillée, à des questions d'interface / de jonction / stratification. Alors même s'il reste bien sûr toujours des questions ouvertes, je pense que là maintenant on dispose sur tous ces sujets d'une compréhension assez détaillée. J'y viendrai dans un instant. Alors, donc ces deux sujets. Je vais commencer par ce qui sera sans doute à détailler un tout petit peu, ce qui sera sans doute la deuxième partie du cours, et sachant que fondamentalement, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails, les problèmes d'interface, c'est relativement simple. C'est en dimension 1 de dire que vous avez par exemple une demi-droite ou un intervalle, une autre demi-droite. Si vous êtes en dimension 1, il y a un point au milieu. Si vous êtes en dimension plus grande, vous avez une hypersurface, une courbe en dimension 2, on va mettre tout droit, et donc vous aurez ici un hyperplan
une équation à gauche, une équation à droite. Une équation à gauche, une équation à droite. Donc ça, c'est les interfaces. Les problèmes de jonction qui, je le précise tout de suite, sont toujours des idéalisations, c'est-à-dire des limites de problèmes qui, eux, sont posés dans des espaces naturels. Je donnerai un exemple dans un instant. C'est typiquement de se dire, au lieu d'avoir deux demi-droites qui se rejoignent en un point, vous avez trois demi-droites ou plus qui se rejoignent en un point. Sur chacune des demi-droites, vous avez des équations. Et bien entendu, vous avez des analogues multidimensionnels. Alors, je vais essayer de faire un dessin. Donc un premier demi-plan, pas terrible ça. Voilà, un premier demi-plan qui rencontre un deuxième demi-espace, qui rencontre un troisième demi-espace le long d'une courbe, par exemple une droite, dans cet exemple tridimensionnel. C'est-à-dire que le point de jonction est devenu, dans cet exemple tridimensionnel, une droite de jonction. Eh bien, à nouveau, vous avez sur chacun des demi-espaces, vous avez trois équations qui se rencontrent le long d'une droite. Et enfin, ça c'est les interfaces, ça c'est jonction. Stratification, j'utilise ce vocable que je n'aime pas spécialement, mais pour faire, je pense que le premier qui l'a introduit, c'est Alberto Bressan, qui a été le premier à regarder, le premier en tout cas à faire une œuvre significative sur cette question-là, même s'il y a beaucoup d'autres applications que les gens avaient regardées avant, dans lequel vous allez avoir ces mêmes problèmes de rencontre d'équations différentes posées sur des segments, des demi-droites différents, des demi-espaces différents, simplement que la rencontre va se faire entre des objets qui n'ont pas la même dimension. C'est-à-dire que, pour donner juste un exemple, vous allez avoir une équation dans un demi-espace et puis une équation sur une droite, par exemple. Bien, alors, donc, évidemment, la question d'intérêt sera au point ici de jonction. Il faudra aussi comprendre ce qui se passe sur ces points-là. Alors, les raisons pour regarder ce genre de problème, je ne vais pas en dire beaucoup plus, les raisons pour regarder ce genre de problème sont extrêmement nombreuses. De manière générale, lorsque vous commencez à regarder, on sent bien que, de toute façon, ce cas-ci contient ce cas-là comme cas particulier. Les problèmes d'interface sont déjà assez fréquents, mais ceci, c'est absolument typique de problèmes de réseau, que ce soit des problèmes de trafic, des problèmes de réseau électrique, des problèmes de réseau d'eau, etc., etc. Ces problèmes de stratification, même chose, donc on parle de réseau continu, même chose. Il y a aussi pour tous ces problèmes énormément d'applications économiques, donc que ce soit pour les problèmes d'interface ou de demi-interface, ou voire même des problèmes de stratification. J'en avais déjà un peu parlé à la fin du cours l'an dernier, je ne vais pas revenir là-dessus sur un certain nombre de motivations. Pour mémoire, il y a encore d'autres problèmes. Il y avait ceux que j'avais traités en fin de cours l'an dernier, où on avait, grosso modo, c'était une interface, mais que d'un seul côté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une droite et puis il y a un point. Évidemment, vous pourrez dire que c'est une condition limite, mais on veut être dans des situations où la condition limite et l'équation ne se mélangent pas si bien que ça. Il y a encore beaucoup d'autres cas, je vous en donnerai un qu'on a commencé à regarder récemment, qui est assez rigolo. Mais auparavant, je voudrais faire une remarque. C'est que dans le cours, équation
cela voudra dire des équations scalaires avec principe du maximum. Donc, c'est-à-dire toutes les équations abordables par les solutions de viscosité. De fait, je ne m'interdirai pas de regarder des équations sous forme divergence avec le principe du maximum. Si j'ai le temps, je vous parlerai aussi d'autres exemples qui ne sont pas à base de solutions de viscosité, qui sont aussi très naturels, qui sont les lois de conservation. Et le nombre de questions, et on pourrait continuer avec assez systématiquement d'autres équations. Par exemple, les problèmes de stratification. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de problèmes de stratification, bien avant Bressan, c'est quand Alfio Quarteroni et son équipe ont commencé à réfléchir à la modélisation globale du réseau sanguin. Bon, vous avez typiquement une stratification extrêmement importante entre les artères, les veines et les vaisseaux sanguins, avec des objets qui sont de dimension quasi 0 pour les vaisseaux sanguins, 1 pour les veines et tridimensionnel pour les artères. Et donc il avait absolument partout ce problème de jonction qu'il a résolu, qu'Alfio et son groupe ont résolu de manière très très numérique. La compréhension de tous ces problèmes de jonction / stratification étant pour des équations surtout incompressibles, un peu compliquées. Si on passe à des domaines plus hyperboliques, plus compressibles, les choses passent mieux. Donc, et le prototype le plus trivial, c'est la loi de conservation. On peut aller beaucoup plus loin, puisqu'il y a, dans des cadres très linéaires, sur des réseaux continus, il y a beaucoup de raisons du point de vue physique de regarder des spectres d'opérateurs, voire des phénomènes de propagation, etc., etc. Ça a même un rapport avec les big data, mais là, je vous fais grâce de cela, avec les spectres de Laplacien sur les réseaux. Donc déjà, faire ceci, ça sera beaucoup de choses. Et évidemment, tout le travail, ça sera de comprendre comment on comprend, suivant d'ailleurs, comme on le verra, suivant le type d'approximation, c'est-à-dire que quand on est face à deux équations comme ceci, il faut bien définir précisément ce qui se passe au point de jonction pour caractériser une solution. Or, ce qui se passe en ce point de jonction, en général, nous le verrons à la fin du cours, dépend de la manière dont on approche le problème et donc dépend du problème de départ. C'est-à-dire que suivant les problèmes de départ, on a différents problèmes idéalisés qui n'ont pas les mêmes règles du jeu. Je vais vous donner un exemple. Okay, pensez, on va faire de l'électrostatique. Pensez que ce réseau ici, c'est un réseau de fils électriques. On fait de l'électrostatique. Ces fils électriques ont un certain volume, ils sont très minces. Donc, on écrit la loi d'Ohm, on écrit et on récupère assez facilement des équations de type laplacien sur un domaine qui est un domaine épaissi. Donc, on a des fils comme ça, hein, assez minces. Bon. L'analyse, un des cas ultra particuliers de l'analyse que nous ferons sur ces problèmes épaissis, donc là on a un vrai problème bidimensionnel maintenant, et avec un petit paramètre qui est l'épaisseur du fil, disons epsilon. Quand epsilon tend vers 0, géométriquement, le domaine sur lequel on se pose le problème tend vers ce réseau continu, cette jonction. Bien. Bon, on se doute bien qu'on va récupérer des équations style Laplace là-dessus sur les différentes demi-droites. Qu'est-ce qu'on récupère à ce niveau-là? Ce qu'on va récupérer, c'est la loi de Kirchhoff. C'est-à-dire que la somme des courants en ce point doit être nulle. Donc ça va être l'analogue EDP de cette loi physique.
Mais ça, il y a une hypothèse. Cette hypothèse, c'est que tous les fils ont le même diamètre. S'ils n'ont pas le même diamètre, on va récupérer une autre solution dans laquelle les poids des diamètres vont être comptabilisés dans les courants. Il va falloir pondérer les courants par les diamètres, ce qui est très naturel du point de vue physique. Hein, pensez à la section. Bien. Donc, par cet exemple, où au fond, je veux dire, normalement, je ne sais plus très bien où on en est, il y a des jeunes dans l'assistance, je ne sais plus très bien où on en est en termes d'apprentissage de l'électrostatique dans les études, mais j'imagine qu'on fait toujours ça, non? Je me tourne vers ceux qui paraissent les plus jeunes. Vous avez appris l'électrostatique? Ouf, ouf. Tu as appris, toi, Charles, de l'électrostatique? Bon, ok. Bien. Ok, donc, même si c'est très très éloigné des équations de Hamilton-Jacobi, puis ça c'est linéaire, tout ce que je vous raconte d'électrostatique c'est linéaire. Donc je ne commence pas à parler de magnétisme, je ne commence pas à parler de lois non linéaires, etc., dans lequel on va récupérer des relations ici qui sont très non linéaires, d'où elles sortent, comment on les extrait de la convergence. Tout ça, on le verra, je l'espère, plus tard. Donc c'est un domaine assez immense, c'est pour ça que je préfère ne pas commencer par celui-là, parce que je me dis que si je commence par celui-là, je vais faire tout le cours là-dessus et je ne ferai pas ce que j'avais dit que je ferais. Donc on va commencer par le reste. C'est plus sûr. Et je vais essayer de le comprimer un peu. Alors, sur les lois de conservation, ça a poussé d'ailleurs à repenser un peu les lois de conservation, même à la Khrouchtchev, et ça je vous en parlerai, pas dans le cours, mais dans le séminaire qui suivra le prochain cours, avec une rupture la semaine prochaine. Alors maintenant, je vais vous parler de ce à quoi vous avez échappé. Hein, c'était comme dans Charlie Hebdo, les couvertures auxquelles vous avez échappé. Donc, ce à quoi vous avez échappé sont des choses que je comprends mal, donc c'est la principale raison pour laquelle vous avez échappé. Mais je vais faire donc une remarque, c'est que dans ces problèmes de style interface, jonction, stratification, il y en a encore d'autres. Et je vais vous donner, plutôt que de faire un grand discours, définir de manière très large ceci, je vais vous raconter une histoire, qui est une histoire, comme toujours, ou comme souvent dans mon cas, qui a été inventée par Jean-Michel Lasserie, et qui est une histoire de logistique, même si sa raison essentielle de regarder ça dans le cadre d'une start-up, c'était un problème de supertanker. Bon. Alors, le premier point, c'est que les supertankers, ils partent, ils sont pleins de pétrole. En gros, ils savent où ils vont, mais ils ne sont pas tout à fait sûrs d'aller là où ils doivent aller. Non pas parce qu'il peut y avoir un accident et qu'ils peuvent tout polluer, mais c'est parce que, chemin faisant, ils peuvent changer de destination, suivant les conditions locales de marché dans les ports où ils peuvent aller. Donc, la loi de l'offre et la demande intervient pour la destination finale, y compris la possibilité d'attendre en pleine mer que les conditions de marché changent. D'accord? Donc, on ne sait pas toujours ça. C'est un peu inquiétant de voir ces monstres des mers se dire, bon, au fond, qu'est-ce qu'on fait? Là, on fait la sieste, on attend que la bourse ouvre. Ça fait un peu bizarre quand même. Hein? Je caricature un peu, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, je vais simplifier, je vais supposer que la flottille de tankers est déjà en mer. Il y a aussi des points de départ, mais là, je vais simplifier. Donc, mer bidimensionnelle, et puis un certain nombre de ports. Donc, c'est uniquement parce que je préfère tracer des lignes droites plutôt que de faire des trucs, de dessiner la carte de l'Europe. Donc, ça ne change évidemment rien. Vous avez là-dedans ça. Ce n'est pas la mer, c'est le sol. Et vous avez là-dedans un certain nombre de ports. Et vous êtes en train de transporter, via ces bateaux, vous êtes en train de transporter, coup d'œil de Guillaume, oui, il y a du transport optimal. Vous êtes en train de transporter ces tankers, enfin le pétrole dans ces tankers, pour aller dans un certain nombre de ports. Vous pouvez le faire de manière optimale. Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est que s'il n'y a pas de bruit, si on est simple, etc.,
Bon, évidemment, ce sont des jeux à champ moyen, mais je vais cacher ça. On peut le réduire pas mal. Bien, ce que vous allez avoir, c'est un problème typique de l'équation de Hamilton-Jacobi, qui est l'équation de base du transport optimal, du sur dt plus gradient u carré égale à 0. Bon, ça, non, tout va bien, l'équation est très très simple. Maintenant, vous avez effectivement des conditions aux limites, c'est-à-dire que vous transportez des trucs, mais ils peuvent aller que dans les ports déjà. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent aller que dans les ports? Ça veut dire qu'entre les points ici, ce que vous avez, c'est des conditions aux limites de type contrainte d'état. C'est-à-dire que si vous suivez ça en pensant à de l'optimisation de trajectoires, ben les trajectoires, et ce sont les trajectoires génériques des bateaux, elles ne peuvent pas remonter sur Terre. OK? Donc, les trajectoires, si elles touchent à un nombre fini de points. Vous pourriez mettre des petits intervalles, ce n'est pas plus simple. Mais on peut même se poser le problème rien qu'avec un point. Ce qui est une hérésie du point de vue traditionnel des mathématiques. Je veux dire, on a des conditions aux limites, et puis en un point, on change les conditions aux limites. Ben oui, ça change tout. Et là, comme condition aux limites, qu'est-ce que vous mettez ici? Donc, je vais en prendre, ça c'est la normale extérieure. Donc, je vais écrire ce qui se passe en ce point-là. Et bien là, on a typiquement une équation, on a de manière faible, au sens des solutions de viscosité, on a une condition. Alors ça, le psi de U est relié à la loi de l'offre et de la demande en ce point-là, et on a assez naturellement une condition de Neumann non linéaire en ce point-là. Donc, ce que vous avez ici, c'est des problèmes d'interface, mais sur les conditions aux limites. Okay, une interface entre des contraintes d'état et des conditions de Neumann. Si vous preniez d'autres problèmes d'interface de type conditions aux limites, si vous aviez 10 clés dans l'une des deux, ça serait simple. Parce que grosso modo, on enlève la zone où on a 10 clés et puis on travaille sur l'autre zone. Mais quand on a vraiment quelque chose qui fait intervenir d'une certaine manière les dérivés dans les conditions aux limites, donc c'est la combinaison dangereuse, c'est Neumann contrainte d'état. Vous pouvez d'ailleurs échanger les rôles, hein, si vous en avez envie. Ce n'est pas le même problème, mais ça a toujours du sens. Alors, évidemment, avec ces équations hyperboliques, enfin, ce n'est pas hyperbolique, ce n'est pas elliptique, c'est autre chose. Enfin, avec ces équations non linéaires, on voit les points. Ça, c'est classique pour les équations d'Hamilton-Jacobi. Pensez qu'il y a des distances derrière. La distance à un point, on sent bien qu'elle est caractérisée par le point dont on parle. Donc un point, ça compte. Et ça, c'est le prototype, la distance à un point, c'est un prototype de solution d'équation d'Hamilton-Jacobi. Donc les points, ça compte. Mais cela dit, avec bien entendu quelque chose à faire en ces points-là, vous pourriez avoir des termes d'ordre 2, ça serait pareil, à condition qu'ils dégénèrent en ces points. Et qu'il n'y ait pas de bruit. C'est-à-dire qu'on peut avoir un peu d'incertitude sur sa position quand on est en pleine mer, de l'incertitude sur sa position quand on est en train d'arriver dans le port, ça, il vaut mieux pas. Sinon, on peut y avoir des gros dégâts. Hein. Donc, en général, on voit le bateau, on sait exactement où il est. Donc, c'est dire que le bruit dégénère, ce n'est pas si idiot que ça. Bien. Et donc là, voilà des exemples du deuxième ordre. De la même manière, ici, on sent bien que si on prend des équations avec de la diffusion, il y a un problème, parce que si on a une équation dans un demi-espace, qu'on a des conditions aux limites, style Dirichlet ou Neumann, ben le point, on ne le voit pas. Donc en fait, ça se découple. On a une équation dans le demi-plan et ça donne une condition aux limites sur le bord qui est la condition aux limites sur l'équation unidimensionnelle. Donc le couplage disparaît, c'est hiérarchique, en descendant dans les dimensions. Ça, c'est si le bruit est non, si la diffusion est non dégénérée. À nouveau, la chose intéressante, et c'est aussi très naturel si on regarde un certain nombre de modèles, c'est de dire attention, mais le bruit il doit dégénérer là. Et là, il y a couplage. Bon, vous voyez donc des problèmes d'interface sur le board, etc., etc., etc.
énormément, suivant les applications, c'est pour ça que je me suis amusé à vous parler de réseau électrique sur cette vieille question d'électrostatique, pour que vous voyez bien qu'effectivement, ça rappelle des souvenirs. Et on verra plus tard comment la loi de Kirchhoff, c'est sur la somme des courants au zéro, comment cette loi réapparaît mathématiquement dans une limite comme ceci. Bon, alors donc ça sera une bonne deuxième partie de cours. J'arrête là pour cette présentation de la deuxième partie du cours. Donc j'efface tout ça et puis je reviens en arrière pour vous parler de contrôle de processus conditionnés avant de vous parler de contrôle bayésien sur lequel je vais démarrer aujourd'hui. Alors, la deuxième partie, le contrôle de processus conditionnés, c'est la chose suivante. En fait, cette idée m'est venue, entre guillemets, si idée il y a, par la question d'un biologiste modélisateur, en fait c'est un écologue, qui s'intéressant à l'interaction entre l'environnement et la survie d'espèces, la biodiversité, pose la question de lorsqu'on fait un modèle mathématique et qu'on dispose d'un certain nombre de données, d'observations, qu'est-ce qu'il faut dire? Que l'on observe, tout est aléatoire en biologie, à part dans certaines limites où on peut écrire des déterministes. La variabilité du vivant fait que ça ne peut être que dans des cas un peu simples ou limites que l'on peut écrire des lois vraiment déterministes. Donc quand on observe, on a un modèle mathématique avec un processus stochastique, on a des observations, et on veut essayer de faire le pont. Et la question que posait Régis, enfin que posait ce biologiste, c'était de se dire, qu'est-ce qu'on observe réellement? On observe le processus, ou on observe le processus conditionnellement à ce que l'espèce ne soit pas éteinte? D'accord? Et ça, c'est une vraie question. Pas facile de trancher, et puis là, je me suis dit, mais ça, c'est absolument général. On fait des modèles de banqueroute, de firmes qui font banqueroute. Qu'est-ce qu'on observe? Quand on veut maintenant regarder les performances d'une boîte et plaquer un modèle de banqueroute dessus, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prendre le modèle de la boîte ou de la boîte conditionnellement au fait, en regardant son cours de bourse par exemple, ou ses prix d'obligations. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? De plaquer, d'avoir des prix liés au modèle ou liés au fait que la boîte n'a pas fait banqueroute? On a plutôt tendance à dire liés au fait qu'elle n'ait pas fait banqueroute. Également, un autre exemple, puis en discutant avec Philippe Haguin, il m'a donné des exemples encore plus frappants. Un autre exemple, c'est les décisions d'investissement. Bon, je ne sais pas vous, encore que maintenant, en vieillissant, ça change un peu. Mais en tout cas, pendant de longues années, quand je décidais de quelque chose dans ma vie, la probabilité que je décède dans les 5 ans qui viennent n'était pas vraiment prise en compte. Donc, les décisions étaient prises, les choix sont en général faits conditionnellement au fait qu'on soit éternel. Je caricature un peu. Bien de problèmes de gouvernance dans les boîtes sont faits par des dirigeants conditionnellement au fait qu'il n'y ait pas de merde. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de crash, etc. etc. Okay? Pardon?
Alors, en parlant avec Philippe Aghion, et c'est là où je vais brancher la chose, je me suis dit, d'abord, il y a ce problème de modélisation. Ensuite, je viens de parler de décision et de choix. Donc, ça va être de dire, bon, maintenant, très bien, j'ai des processus, je les conditionne par le fait qu'un événement mort, banqueroute ne se produit pas. Typiquement, l'exemple que je prendrai, même si c'est probablement un des plus difficiles, ça sera de dire j'ai un processus continu et je vais le conditionner par le fait qu'il ne touche pas le bord. Alors même qu'on est presque sûr, si le temps est grand, qu'il va toucher le bord. Style un brownien. On a un brownien dans un domaine borné, il va toucher le bord, même exponentiellement vite, avec probabilité 1. Donc, quand le temps grandit, la probabilité que l'événement se produise tend vers 1. On va conditionner par le fait qu'il ne se produise pas. C'est-à-dire, quand le temps augmente, l'événement est de plus en plus rare. On conditionne par des événements rares. Donc, on change de plus en plus violemment le problème. Et on va se dire, ben voilà, j'ai un nouveau processus, et maintenant, c'est ça que je vais contrôler. Je vais faire les meilleures décisions possibles sur ces processus-là. Alors ça, c'est très gênant parce qu'on perd le caractère globalement markovien de le conditionnement, être pas sorti. Si je regarde en un point, je ne sais pas si je suis sorti avant ou pas. Il faut garder toute l'histoire. Donc ça, il y a un vrai souci. C'est-à-dire, si on veut rétablir quelque chose de globalement markovien, ce qui est caché derrière la progression dynamique, on sent bien qu'il y a toute l'histoire et que donc il faut monter en dimension infinie. Est-ce qu'on peut faire des choses en dimension finie? Toutes ces histoires-là, je vous les raconterai un peu plus tard. Donc, la remarque de Mademoiselle, c'était de dire qu'il n'y a pas que les dirigeants, c'était les hommes politiques. Mais je vais vous donner un autre exemple. Philippe m'a dit tout de suite, ah oui, mais ça, c'est de la rationalité bornée. Donc, j'aime bien la juxtaposition des deux mots, c'est-à-dire être borné et rationnel. Ça me va très bien. Hein. Et je pense que ça s'applique parfaitement à des hommes politiques. Encore, je ne suis pas totalement convaincu sur la rationalité. Bon, borné, ça, j'en suis sûr. Donc, le point, c'est facile de toute façon de taper sur les politiques, ça marche toujours. Bien, donc le point, c'est qu'en revanche, cette rationalité bornée, il y a un truc qui est très clair, c'est toutes les situations dans lesquelles on se dit, dans un processus compétitif, on ne veut même pas tenir compte du fait que l'on puisse perdre. Alors ça, dans les phénomènes d'élection, il n'y a que ça. Hein. Donc, et on se comporte comme si on n'allait pas perdre. Et tous les choix sont faits comme si on n'allait pas perdre. Alors que certains sont même sûrs de perdre. Même la majorité d'entre eux. Donc, ça a un nom, cet exemple un peu caricatural. Ça a un nom, c'est la rationalité bornée. Et c'est Philippe qui me l'a appris, hein, moi j'en savais rien. Donc j'ai peut-être rien compris. En tout cas, je vois bien le rapport. Je vois bien le rapport en disant, OK, on a des événements aléatoires. Il y a d'ailleurs le cas intéressant, c'est que l'événement aléatoire ait une corrélation avec mon histoire. Parce qu'évidemment, si c'est un événement complètement indépendant, on peut l'oublier. Si l'événement, c'est de dire est-ce que je vais acheter ou pas un appartement et que je dois tenir compte du fait qu'il y ait une collision dans le système solaire entre la Terre et une autre planète, bon, on peut considérer raisonnablement que mon histoire et une collision dans le système solaire sont des événements indépendants, et donc mathématiquement, c'est justifié de ne pas tenir compte de la collision dans le système solaire pour prendre ces décisions d'investissement. On le verra pourquoi c'est vrai ce que je dis. Ça paraît intuitif, mais il faut quand même le vérifier. Et donc, les cas intéressants sont les cas où il y a une corrélation, bien entendu, une corrélation dans une compétition entre ce qu'on fait et le résultat. Elle existe, une corrélation dans plein d'autres situations existe entre nos choix de vie et le fait que l'on décède plus ou moins vite. Ça aussi, il y a une corrélation. Bien, donc voilà la problématique. Contrôle de processus conditionnés. Et là, ce qui va être rigolo, c'est qu'on va tous d'un coup sortir de la programmation dynamique
Et ça n'a pas été fait pour, je sais que personne ne me croit quand je dis ça, mais il se trouve qu'à la fin, ce que je vais récupérer comme système caractérisant ces problèmes de contrôle de processus conditionnés sont des MFG. Rigole pas, hein, mais c'est vrai. En fait, fondamentalement, plus que des MFG, ce sont des problèmes de contrôle optimal d'équations paraboliques. Et donc, c'est d'équations de Fokker-Planck, et donc, à travers les lois des processus, et que donc c'est comme ça qu'on voit les MFG à travers le contrôle d'équations de Fokker-Planck. On verra aussi, et il y a une autre question qui se pose, c'est feedback ou pas feedback. Donc on peut dire, on ne regarde que des feedbacks, on va rester en dimension finie, ou alors on prend que tous les contrôles possibles. Eh bien, ce ne sont pas les mêmes problèmes en général. C'est-à-dire que ce qui est vraiment, si on veut vraiment optimiser, ce n'est pas par des feedbacks en dimension finie, c'est des feedbacks en dimension infinie, et ça se traduit par ce que l'on voit, c'est vraiment un objet beaucoup plus aléatoire. Et à nouveau, c'est cette dépendance trajectorielle hein, qui est un peu plus simple, qui est un peu plus compliquée. Et l'autre question que je voudrais aborder aussi, c'est de dire, quid de regarder ces questions-là, mais comme correction d'une situation, c'est-à-dire, grosso modo, dire, ouais, on sait qu'on va décéder un jour, mais la probabilité est très très forte que ce ne soit pas dans les quelques années qui viennent, surtout à un jeune âge. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement? C'est simplement mettre la frontière très loin. Et donc, si on met une frontière très loin, qu'elle s'attend vers l'espace tout entier, comment on récupère la programmation dynamique, le contrôle classique? Donc, c'est la cohérence avec le contrôle classique. Donc, tout ça, je vais vous le raconter. Là, j'ai absolument rien écrit, c'est juste une histoire pour vous planter un peu le paysage, pour vous dire qu'est-ce qu'on va essayer de faire, pourquoi on essaie de faire cela. Alors, je dois dire, je me suis lancé là-dedans un peu parce que je trouvais que c'était une question naturelle et intéressante. On sent bien que ça a un rapport avec du concret. Je n'ai, j'avoue, n'avoir aucune application. En général, quand je vous raconte des histoires, il y a un cas particulier qui a été géré, utilisé dans un contexte particulier, dans un contexte vraiment appliqué. Là, je n'en ai pas. Peut-être ça viendra, mais je trouve que c'est une question tellement naturelle que je pense que l'on peut anticiper, surtout par le biais des corrections, que ça serve un jour. Je crois beaucoup aux corrections. Parce que, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on agit comme ça par rapport au contrôle, ça veut dire qu'on prend un risque. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut évaluer ce risque? Et ça, c'est plus du niveau de la correction que du niveau de la valeur exacte. Bon, alors... Donc, contrôle de processus conditionnel. Alors, pour les appartements, c'est pour ça qu'on a des assurances vie. Hein. Alors, donc, contrôle bayésien. J'arrive maintenant, j'attaque réellement le cours. Il serait temps, au bout d'une heure. Donc, le blabla est presque fini, mais pas tout à fait. Donc, à nouveau, pour des questions extrêmement concrètes, venant de Havas Media, et liées à ce qu'on appelle de manière barbare les méta-DSP. Bon, alors, donc, ça, je vais vous faire un cours sur les publicités numériques, les ads, etc., Digital Service Providers et DSP, et les méta-DSP, donc ils vont trouver des slots pour les annonceurs dans lesquels caser les ads, et en amont, vous avez des méta-DSP qui, pour des boîtes comme Havas Media, vont essayer de répartir leur portefeuille à travers des enchères en temps réel, où il y a à peu près 50 millisecondes pour estimer la probabilité d'un clic. Ces méta-DSP sont des plateformes qui vont faire de l'asset management des portefeuilles de ads à distribuer via les DSP. Donc je vous passe là-dessus à travers des enchères temps réel, il y a des joueurs, enfin
C'est un domaine extrêmement mal balisé encore, mais tout à fait passionnant. Et dans lequel le nombre de start-up, etc., qui dans le monde a vraiment explosé. Donc, je fais court. Il est apparu qu'il y avait des questions d'apprentissage sur les DSP, etc., etc. Donc, des choses ont été faites et quand Jean-Michel, toujours le même, Lasserie, m'en a parlé, je lui ai dit, OK, mais il faut réfléchir un peu plus globalement à l'aspect contrôle stochastique et apprentissage bayésien. Donc, ce que je vais vous raconter est beaucoup plus simple, beaucoup plus épuré qu'un vrai problème appliqué, mais ça permet de comprendre la difficulté mathématique. Malheureusement, au bout des courses, je me suis rendu compte que c'était pas nouveau et que c'était une manière un peu différente de parler de contrôle optimal avec information partielle. Et puis je me suis rendu compte que, effectivement, le contrôle optimal avec information partielle, que j'avais regardé il y a très longtemps, que l'on peut regarder comme du contrôle. Alors tout ça, que ce soit bayésien, info partiel, ça n'a de sens que si on a des cadres stochastiques. Si on est déterministe, il n'y a rien à circuler, il n'y a rien à voir. Dans le déterministe, on n'apprend rien et on sait tout. D'ailleurs, si on sait tout, on n'apprend rien. Bon, enfin bref, vous avez compris. Donc le point, c'est que dans le contrôle avec information partielle, on sait que l'on peut écrire depuis assez longtemps ça comme un problème de contrôle optimal d'équations aux dérivées partielles stochastiques de type Wong, Sakai, Petersen, etc. Et ça, il se trouve que j'avais commis un article il y a une éternité. Donc je dirais probablement un quart du public n'était pas né quand j'ai publié un article sur ce sujet-là. Mais depuis, parce que c'est une EDP en dimension infinie, normalement elle est posée dans l'espace des mesures, pas des probabilités, des mesures. Et à l'époque, la technologie pour travailler dans l'espace des mesures, ce n'était pas extra. Et donc, j'avais plongé l'espace des mesures dans des Sobolev négatifs. Donc, bon, bref. Je vous passe ces détails techniques sur l'équation de Hamilton-Jacobi en dimension infinie, où l'espace de base, c'était, alors qu'on s'intéressait vraiment aux mesures, un Sobolev négatif. Donc, les vérifications à faire, relativement simples, mais étaient quand même assez techniques. Donc du coup, je me suis dit, maintenant, grâce en particulier aux MFG qui nous ont obligés, à cause de la master equation, à réfléchir assez systématiquement à écrire de ZDP sur l'espace des mesures, on peut peut-être revoir ça. Donc même si, in fine, et ça je ne vous le raconterai pas aujourd'hui, c'est une autre présentation de choses classiques en contrôle stochastique, on va quand même développer un petit peu pour voir ce que l'on peut faire de mieux, y compris sur cette question classique. Donc, une nouvelle version d'un problème classique a l'avantage de remettre à jour des choses que l'on sait améliorer depuis. Voilà. Donc, ça sera l'organisation. Contrôle bayésien dans un premier temps, comme si rien n'existait, comme si on n'avait pas compris, ce qui a été le cas au démarrage, bien sûr, qu'il y avait un rapport avec quelque chose qui existe. Ensuite, le rapport avec la chose qui existe. Et enfin, sur la chose qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux maintenant? Voilà le programme. Alors, contrôle bayésien, le mieux, c'est de parler d'un exemple. Et en fait, c'est l'apprentissage bayésien. C'est pas le contrôle qui est bayésien, c'est l'apprentissage. Et on fait du contrôle par-dessus. Donc, plutôt que de faire un long discours, ce que je vais faire, et moi j'aime bien le temps continu, c'est plus simple à écrire.
même si pour l'apprentissage, ça crée des petites difficultés. Et donc, fondamentalement, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est travailler à la main sur un exemple très simple. Donc, je vais avoir un processus. Ici, je vais avoir un paramètre. Ici, un peu plus tard, ça sera un contrôle. Et j'ai du bruit. J'ai normalisé le bruit à un niveau 1. Donc, bruit, ça, c'est du 1 brownien. Je mets des petits t en indice pour signaler une dépendance en temps, comme les probabilistes le font. A, c'est un paramètre inconnu. Brownien, je sais simplement que j'observe un état, un système dans lequel l'état, j'observe son état, et je suppose que, grosso modo, ce que je fais, c'est a une influence sur la vitesse moyenne du système, mettons de manière proportionnelle. Plus j'appuie sur l'accélérateur, plus ça va vite. Mais que ceci se passe d'une part avec du bruit et d'autre part à travers un coefficient de proportionnalité que je ne connais pas. Okay? Paramètre inconnu. Ça, c'est un contrôle que je peux choisir. Bien entendu, si je connais mon contrôle, que je connais xt, si je ne connais pas A, ça veut dire que je ne connais pas. Je sais qu'il y a un brownien, mais je ne le connais pas. Je n'observe pas ses trajectoires. Parce que sinon, je reconstituerais tout. Il n'y aurait plus rien à faire et on saurait tout instantanément. Donc, la situation classique du contrôle stochastique, c'est-à-dire je connais le brownien, c'est-à-dire donc je connais le paramètre et j'ai un problème de contrôle optimal. Comment choisir au mieux un certain contrôle? Bien. OK, donc ça, c'est l'aspect système stochastique. Les actions que l'on peut prendre, vous voyez, c'est difficile de faire beaucoup plus simple. Et ce que l'on va brancher là-dessus, c'est l'apprentissage bayésien. Donc, la doctrine bayésienne, du nom du révérend Bayes, qui est l'inventeur de la fameuse loi que je citerai dans un instant sur les probabilités conditionnelles, P de A sachant B égale P de A inter B divisé par P de B, et donc aussi P de A inter B divisé par P de A, P de A sur P de B. Donc ça, je le mets entre parenthèses. Et donc est égal à P de B sachant A, P de A, P de B. Donc on retient cette formule de Bayes. Donc l'apprentissage bayésien part de la doctrine de l'apprentissage bayésien est de partir d'hypothèses a priori sur le coefficient. Qu'est-ce que ça veut dire des hypothèses a priori sur les coefficients? Ça veut dire que je démarre avec une certaine mesure de probabilité sur les valeurs possibles du paramètre. Donc c'est une mesure de proba en A. Et je vais essayer d'apprendre successivement de mieux en mieux la valeur du paramètre, de la même façon que je prenais l'exemple de la conduite. Vous appuyez sur l'accélérateur, a priori, vous ne savez pas quel effet ça va avoir, mais vous l'apprenez très vite. Vous expérimentez, vous voyez la réaction et vous voyez les effets. Il faut dire que le bruit est extrêmement minime là, donc on n'est pas loin d'une situation. Mais enfin, ça dépend un peu de la topographie, etc. etc. Donc il y a quand même du bruit. L'effet n'est pas le même si on est en pente ou en descente. Bien.
Donc, mais en tout cas, l'apprentissage, dans un cas comme ça marche. Mesure de proba en A, muter, c'est la meilleure hypothèse que l'on ait à l'instant T sur la valeur de A, donc c'est toujours une mesure de proba en A. Et puis, sur l'intervalle de temps t plus dt, bon, ayant observé, j'aurais dû le dire, ayant observé x jusqu'à l'instant 0t, jusqu'à l'instant t. Entre l'instant t et t plus dt, toutes les observations jusqu'à l'instant t, j'en ai déjà tenu compte. Les observations nouvelles sont celles qui viennent du dxt. Et donc, comment je peux construire? Donc, pensez en temps discret, et le dt, c'est un petit intervalle de temps. Hein? Comment je peux construire mes nouvelles hypothèses sur A? Donc, je vais écrire la formule, et vous verrez que c'est que l'on va remplacer sachant xt par xt sachant A, avec un quotient que je vais indiquer. Donc, je vais le faire sur des densités. Donc, normalement, il y a encore une division par la longueur de l'intervalle sur lequel on fait les choses. Je ne vais pas faire un cours de statistique. On va écrire la formule et se dire que c'est quand même relativement plausible au vu de la formule de Bayes. Donc, mu de t plus dt de A. Bien. Je veux dire que c'est mu t de A et que l'observation que je vais faire, c'est étant donné A, je sais, la seule chose que je sache, c'est que dw, c'est une gaussienne, et que cette gaussienne est simplement donnée par la loi, donc c'est dx moins a alpha dt carré sur 2 dt. OK. Bien. Puis ça, il faut que ce soit une mesure de proba. Et je dois renormaliser, mais c'est à nouveau toujours la règle de Bayes qui est en enjeu, divisé par mu t de b et puissance moins dx moins b alpha dt carré sur 2t db. Bien. Bon, il y a aussi le fait que j'ai un peu caché, c'est que les accroissements du brownien sont indépendants, hein, d'où la forme produit. Bien, puisque mu t de A dépend que de tout ce qui s'est passé jusqu'à l'instant t, je rajoute un incrément du brownien qui est indépendant de tout ce qui s'est passé. Bien. Ça, c'est pour le A inter B. OK. Ça mériterait qu'on s'y arrête un peu plus longtemps, mais je vais partir de là. Ensuite, dans cet argument très heuristique, ce que je vais faire, c'est de dire que dx carré, vous voyez bien que dans le dx carré, il y a du dt carré, donc ça c'est vraiment tout ce qui est un petit... Je vais jeter tout ce qui est en petit taux de dt. Hein. Donc petit taux de dt égale 0. Ça sera ça ma convention. Donc à partir du moment où je mettrai d égale, mais ce sera toujours des semblables à un petit taux de dt près.
Donc là où je triche un peu, c'est vrai uniquement en variation quadratique, etc., avec plein d'accroissements, mais je vais dire dx carré égale dt. Donc ça c'est vrai à la limite, tout ceci est justifié, c'est standard dans les formules de Ito et compagnie, c'est toujours la même chose, donc on va faire simple. Donc je vais dire que mu t plus dt a est égal à mu t de a. Bon, je connais le dx, hein, quand je regarde l'évaluation, le dx est observé. Donc vous observez, on va développer dans l'exponentielle le carré. Vous voyez, pardonnez-moi, là ce que j'ai écrit n'est pas exact. Normalement, j'aurais dû diviser par racine de 2pi dt à la puissance d. Et ici aussi, j'aurais dû diviser par racine de pi dt à la puissance d pour vraiment écrire la gaussienne. Évidemment, ces deux termes s'annulent. Ils sont en haut et en bas. La normalisation de la gaussienne, on peut l'oublier, mais c'est cette loi normalisée qui est... Cette gaussienne est normalisée. C'est une vraie gaussienne. Bien. De la même manière que ces poids de normalisation s'éliminent en haut et en bas, quand vous développez le carré, le dx carré qui est en haut et en bas disparaît. Je l'élimine. Il n'est pas dans l'intégrale. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste exponentielle, le double produit. Et le double produit, ça fait A alpha dx. OK? Et puis, le terme en dt carré divisé par dt qui nous fait un moins A2 alpha 2 sur 2 dt. Je vais écrire ça avec des exponentielles parce que sinon, on n'y voit plus rien. Et tout ceci est divisé eh bien, par l'intégrale de ce bazar-là, c'est-à-dire l'intégrale, c'est normalisé. L'intégrale de mu t de b exponentielle b alpha dx moins b2 alpha 2 sur 2 dt. Donc là, toutes les intégrales qui apparaissent sont des intégrales en b, hein, c'est-à-dire la variable générique correspondant à une possibilité de notre hypothèse de travail A. Bon, là, il y a un petit développement limité à faire, évidemment. Donc, je vais écrire la conclusion et la justifier de façon à ce que vous puissiez dormir si vous n'allez vraiment pas voir les calculs. Et donc, ce qu'on va obtenir, c'est une équation sur l'évolution de la mesure qui est une équation d'évolution intégro-différentielle stochastique. Et on a d mu t égale mu t, facteur de a moins l'intégrale de b mu t. Donc c'est la valeur que j'essaie d'estimer, moins la valeur moyenne, fois alpha dx. Donc c'est un alpha t, mais j'oublie, c'est un dxt. Je vais enlever les t, ça sera pas plus mal. Hein, ça sera plus léger. Ensuite, un deuxième terme qui est moins la valeur moyenne, intégrale de b mu, fois a moins l'intégrale de b mu, alpha carré dt. Donc mu 0 est une densité initiale en A, disons, sur RD, puisque j'ai éventuellement un vecteur d'inconnu, hein, qui est de paramètres inconnus qui est dans RD. Et je vous rappelle dx égale à alpha, et là je mets dt plus dwt. Je n'ai pas encore formulé de critères à optimiser. Pour l'instant, j'essaie de décrire le problème d'apprentissage en lui-même.
Bon, alors ça, je le sais de mémoire, hein, je ne le repère pas avec le développement limité là. Et je préfère la réécrire parce que ce calcul, j'ai dû le refaire 20 fois. Et je pense que quand j'ai fait ce calcul 20 fois, 18 fois, je l'ai fait faux. Ne trouvons pas le résultat et cherchons l'erreur. Donc il y a 2 fois où je suis arrivé à le faire correctement. Mais donc du coup, la probabilité, je vais faire le calcul, la probabilité que je fasse le calcul correctement est donc assez faible, hein, moins de 10%. Bien.